Donc je vais vous parler du génome. Et il se fait que quand on dit génome dans notre discipline, en fait, automatiquement, on pense à séquence. Donc en fait, le génome, c'est le matériel génétique qui détermine quelque part qui nous sommes, qui nous deviendrons dans une certaine mesure. On en parlera plus tard. Et c'est quand même une espèce de gigantesque texte. Je le compare souvent à une encyclopédie, l'encyclopédie Britannica en 23 volumes dans ce cas-ci, qui correspondent aux 23 chromosomes. Donc c'est une espèce de très très long texte qui est écrit d'une façon qui est étonnamment similaire en fait à notre langage écrit. Et donc décrypter notre génome, ça revient quelque part à être capable de déterminer la séquence des caractères, des lettres qui correspondent à l'alphabet dans lequel est écrit ce message, est écrit en fait, où sont écrites les recettes qui nous déterminent. Alors ce que ce graphe ici vous montre, c'est d'une part une droite qui tente de montrer la cinétique de l'évolution, de l'augmentation de la capacité de nos ordinateurs, en bref. Et donc c'est considéré comme étant une des technologies qui avance le plus rapidement ou qui a avancé le plus rapidement au cours du XXe siècle. Donc ça, c'est l'exemple même de ce que le monde privé essaye d'égaler. Et donc en fait, les points verts que vous voyez, c'est l'évolution parallèle, ici c'est le prix, mais du coût du séquençage d'un génome. Et donc ce qu'on voit, donc on va de septembre 2001 à l'année passée, donc on voit en fait que cette évolution, la chute du prix, suit une cinétique qui est en fait de façon nettement plus marquée, nettement plus rapide que le modèle que représente donc l'industrie de l'informatique. Donc il y a une évolution extraordinaire dans les technologies et accompagnant cela, les diminutions de coûts pour déterminer, pour lire notre génome. Donc aujourd'hui, on est à peu près à 1 000 €. Donc si vous voulez lire le secret de votre vie, eh bien, ça vous coûte aujourd'hui 1 000 €. Il y a des lectures et donc ça demande des machines qui sont... Donc pour atteindre ce prix-là, il faut installer dans votre laboratoire ce qu'on appelle un X10, qui sont 10 machines, ça coûte 10 millions d'euros, donc ça demande encore une infrastructure considérable. Ceci étant dit, vous avez des versions. Donc je crois que dans notre pays, en fait, on n'est pas encore confronté à cette capacité d'accéder en tant qu'individu privé à notre génome. Mais si vous allez aux États-Unis, des versions light, des versions légères du génome sont accessibles pour de l'ordre de 250 €, sauf en période de vacances et en particulier à Noël, où en fait il y a des soldes et pour 99 €, vous pouvez en fait accéder à une version légère de votre génome. Et il est devenu usuel aux États-Unis d'offrir ça en tant que cadeau, éventuellement à votre mère, mais de préférence à votre futur conjoint, vous permettant éventuellement d'entrevoir un certain nombre de défauts que celui-ci ou celle-ci vous aurait cachés. Alors, et donc c'est véridique. Pour 99 €, vous avez une version légère de votre génome, avec une information considérable qui est attachée. Alors, il n'y a pas de raison de se dire, en fait, que cette évolution va diminuer, que la cinétique de cette évolution va diminuer. Et j'aurais dû vous amener, puisqu'on en avait un au laboratoire. Donc, aujourd'hui, en fait, il existe des équivalents des 10 machines que je vous ai montrées tout à l'heure, qui ont la taille de ce que nous appelons un stick USB. Donc, ce genre de truc qu'on une petite clé USB que l'on introduit dans son ordinateur et dont on a des raisons de penser basées sur des évolutions technologiques que je ne détaillerai pas, mais que donc en fait on va vers ce genre de machines ou de petits ustensiles qui vont remplacer les machines que je vous ai montrées dans la dia précédente. On a toutes les raisons de penser que le coût du séquençage des génomes va continuer à baisser. Et donc la question que j'aimerais bien aborder avec vous aujourd'hui, c'est mais quelle est la nature de l'information que recèle cette séquence? Dans quelle mesure est-ce que c'est utile? Qu'est-ce qu'on va pouvoir lire sur moi que je n'aimerais éventuellement mieux pas partager avec les autres? Y a-t-il des secrets que je pourrais découvrir moi-même quant à la personne que je suis?
Alors vous avez peut-être vu, certains d'entre vous, le film Gattaca. Donc dans ce film, en fait, le héros ici est quelqu'un qui, si je me souviens bien, sait qu'il doit mourir d'un accident cardiovasculaire à l'âge de 52 ou quelque chose comme ça. Donc en fait, on prétend dans ce film que l'avenir de l'individu est déterminé génétiquement avec un degré de précision qui serait équivalent au fait de pouvoir dire de quoi vous allez mourir et quand. Et donc la question que nous allons poser ensemble, c'est est-ce que ça correspond à la réalité, oui ou non, et si oui, dans quelle mesure? Alors donc avant de rentrer dans les capacités prédictives que recèle l'information génétique, simplement être sûr que nous soyons sur la même longueur d'onde. Et donc je vais introduire 3 notions. Simplement quelques éléments essentiels quant à la nature de notre génome. De quoi est-il constitué? Qu'est-ce qu'on y trouve? Donc ça, c'est notre génome commun. Et ça correspond d'ailleurs à un des premiers titres des conférences qui seront données dans le cadre de la série, Adam et mon génome. J'entends par là le génome de l'humanité, donc le génome de l'être humain. Donc on va voir quelles sont les caractéristiques principales de ce génome. Alors il se fait que ce n'est pas forcément une bonne idée de parler de notre génome comme s'il était représentatif de ma personne. Nous avons chacun notre génome et ces génomes sont très différents les uns des autres, étonnamment différents les uns des autres, et une partie de ces différences recèle notre identité. Donc, j'introduirai ensuite la notion de ce qu'on appelle le variome parfois. Donc, variome, variation, qu'est-ce qui différencie le génome des individus qui sont présents dans l'auditoire? Alors, il y a des masses de différences, et ces différences déterminent le phénotype qui est le nôtre, c'est-à-dire ce à quoi nous ressemblons, ce que nous sommes, les pathologies auxquelles nous sommes éventuellement sensibles, les propriétés qui sont les nôtres. Et donc, je décrirai brièvement la façon dont on voit à l'heure actuelle le lien entre le variome, les différences qui déterminent l'individu et comment cela se traduit, comment cela peut se traduire en différences phénotypiques. Donc c'est quelque part se poser des questions sur la nature du déterminisme génétique. Et puis quand j'aurai introduit ces 3 notions, on rentrera, j'ai envie de dire, dans le vif du sujet et je vais parcourir un certain nombre d'exemples allant d'exemples où le déterminisme génétique est parfois surprenant de précision à des cas qui sont probablement plus importants pour notre quotidien, y compris en fait des aspects médicaux, pour essayer de, ensemble, avoir un meilleur goût, une meilleure idée de la nature réelle du déterminisme génétique pour les choses qui sont importantes. Alors, tout d'abord, notre génome. Donc, je l'ai déjà dit, ça ressemble à une encyclopédie Britannica, donc un texte qui est très, très long. En fait, il y a 3 milliards de caractères dans le génome humain. Et ça représente donc la molécule qui détient cette information. Ça ne ressemble pas à un bouquin, c'est en fait comme un très, très, très long filament. Et cela représente de l'ordre de 1 mètre d'ADN. Donc si je prends le génome que j'ai reçu de papa dans un spermatozoïde et si je sors le filament d'ADN qui est en fait la partie essentielle de ce que le spermatozoïde contribue à la descendance, eh bien en fait je tire sur un fil d'ADN dont la longueur totale est de l'ordre de 1 mètre. Alors ça c'est partiellement correct parce qu'en fait, ce sont plusieurs morceaux, plusieurs filaments différents d'ADN qui, lorsqu'ils sont placés bout à bout, représentent 1 mètre d'ADN. En fait, il y a 23 différentes molécules, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui correspondent aux chromosomes. Donc en fait, notre génome correspond à un immense texte qui est une espèce de long spaghetti ou filament d'1 mètre de longueur et qui est réparti pour l'espèce humaine sur 23 molécules différentes qui correspondent à nos chromosomes. Alors nous avons chacun 2 exemplaires en fait de cette encyclopédie. L'une que l'on hérite de maman à travers l'oocyte et l'autre qu'on hérite de notre père à travers les spermatozoïdes. Et la raison de cette diploïdie, comme on dit, le fait qu'on ait 2 de cette redondance, c'est qu'en fait le texte est tellement important que la probabilité d'hériter d'un parent un texte complet
sans erreur qui porterait éventuellement à conséquence pour l'individu. La meilleure façon, c'est d'en avoir deux, de telle sorte que si une recette est défectueuse dans l'exemplaire qu'on a reçu de papa, eh bien en fait il suffira d'aller lire l'exemplaire maternel pour pouvoir assumer la fonction correspondant à la page correspondante. Donc j'y reviendrai tout à l'heure, nous avons chacun des pages défectueuses, mais la réponse que la nature a trouvée à cette défectuosité inévitable, c'est de dupliquer l'information génétique. Alors, donc, quand le spermatozoïde et l'oocyte fusionnent, on retrouve une cellule déterminée qui a ces deux exemplaires de l'encyclopédie. Et puis l'organisme que nous sommes résulte de la division cellulaire, d'un grand nombre de divisions cellulaires, les unes après les autres, qui génèrent, je ne sais plus combien, 10 exposant 17, je crois, cellules qui constituent notre organisme. Paradoxalement, chacune de ces cellules contient les deux exemplaires de l'Encyclopédie Britannica. Ça paraît inutilement redondant. Donc chacune de nos très très grand nombre de cellules contient cette information. Si je parvenais à ressortir le fil d'ADN pour l'entièreté de l'organisme, eh bien j'arrive à une molécule qui fait 2 fois l'orbite de Pluton par individu. Donc il y a une quantité d'ADN extraordinaire dans chacun d'entre nous, simplement parce que chacune de nos cellules utilise sa propre version de ces 2 copies de l'Encyclopédie Britannica. Alors qu'est-ce qu'on y trouve dans cette encyclopédie? Eh bien en fait on y trouve un certain nombre de recettes, ce qu'on appelle les gènes, et plus spécifiquement ce qu'on appelle des gènes codants. En fait ils détiennent une information codée en un langage écrit qui va nous permettre, ou qui va permettre à un gène de générer une protéine. J'y reviendrai. Combien de recettes avons-nous? De l'ordre de 20 000 recettes différentes. Alors, il faut savoir qu'il y a 10 ans, à peu près, eh bien, en fait, l'estimation du nombre de gènes requis, du nombre de recettes requis pour générer un humain était 10 fois plus élevée. Donc, on entendait couramment, et les bouquins mentionnaient des nombres genre 200 000. On croyait vraiment qu'il fallait un nombre très, très important de gènes pour fabriquer un humain. Et on sait aujourd'hui qu'en fait, on est beaucoup plus proche de 20 000. Et ça paraît très, très peu, parce que c'est le même nombre de gènes que ceux qu'on trouve pour la formation d'un tout petit ver qu'on appelle C. elegans, un nématode, et ce sont moins de gènes que ce qu'il ne faut, apparemment, pour former une herbe. Et donc il y a différentes herbes connues, dont Arabidopsis thaliana. Donc en fait, on a été assez choqués de voir, en tant qu'humain cherchant ou étudiant le génome, de devoir constater que la complexité de notre génome, du moins mesurée en nombre de recettes de gènes, n'était pas plus élevée que d'autres organismes que l'on considère en général de façon probablement assez arrogante comme étant moins évolués que nous. Alors donc, simplement très très rapidement, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces gènes sont codants. Donc, en fait, il y a un langage qui a des similarités étonnantes avec notre langage écrit, qui permet de traduire ces gènes en protéines, qui sont une autre macromolécule. Et la caractéristique de ces macromolécules-là, c'est qu'elles vont adopter une structure tridimensionnelle. Donc le texte, c'est quelque chose qui est écrit en une dimension, qui est quelque part relativement monotone pour ce qui est de la forme, mais ça recèle une information qui génère des protéines qui vont directement aborder ou adopter une structure tridimensionnelle qui va leur conférer les fonctions requises pour créer un organisme tel que le nôtre. Et donc ce sont soit des structures tridimensionnelles qui peuvent s'emboîter comme des briques, mais plus souvent, ce sont ce qu'on appelle des catalyseurs biologiques. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils sélectionnent parmi la multitude des réactions chimiques possibles dans la cellule, ils sélectionnent en les accélérant les réactions chimiques qui constituent ce qu'on appelle notre métabolisme. Et donc, une grande partie du secret de la vie réside dans la traduction de cette information inscrite en une dimension pour générer des effecteurs qui ont des propriétés particulières grâce à la structure tridimensionnelle qui les définissent. Alors, je crois qu'une autre
observation vraiment importante qui s'est imposée au cours des 20 dernières années, c'est l'unicité du vivant. Donc si vous étudiez les 20 000 gènes qui caractérisent notre espèce, si vous les comparez aux gènes qui constituent le génome du nématode C. elegans ou de la levure de bière Saccharomyces cerevisiae, eh bien en fait on se rend compte que pour 2/3 des gènes à peu près, ce qu'on appelle l'orthologie, c'est-à-dire l'équivalence, est frappante. Donc on se rend compte que la levure et l'homme partagent une partie importante de leurs gènes. On peut me greffer un gène de levure et pour certains gènes, ça n'aura qu'un effet très très modique en fait sur qui je suis et inversement. Et donc en fait cette unicité du vivant, elle s'est vraiment imposée aux yeux des scientifiques rien qu'en regardant le génome et en mettant en évidence les aspects communs, donc l'origine commune de ces différents génomes. Donc ça je crois que c'est quelque chose qui même en termes de philosophie de la vie, en termes de d'où nous venons, me paraît être vraiment important. C'est de se rendre compte que toute cellule vivante, tout organisme vivant sur Terre sont en fait dérivés d'un ancêtre commun. Alors quand on déchiffre les 20 000 gènes codants, on est bien content, mais on se rend compte que par rapport au mètre d'ADN, on a expliqué que 2,5 cm, c'est-à-dire 2,5%. Et donc la question c'est, mais les 97,5% restants, à quoi servent-ils? Alors ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est que une des particularités des mammifères, de ce que nous sommes, c'est la complexité des interrupteurs qui sont utilisés par l'organisme pour allumer ou éteindre des gènes à des endroits particuliers dans notre corps ou à des moments déterminés de notre existence, de notre développement. Donc en fait, il y a une multitude d'interrupteurs qu'on est en train d'essayer de déchiffrer, d'identifier, qui sont clés dans l'utilisation, l'activation des gènes. Mais quand on s'amuse à faire la somme de l'espace utilisé par ces interrupteurs, eh bien les estimations actuelles, c'est que c'est à peu près équivalent à l'espace utilisé par les gènes. Donc au total, ça ne fait jamais que 5% de notre ADN. Alors, ce qu'on a découvert également au cours des 5 à 10 dernières années, c'est qu'à côté de ces gènes qui codent pour des protéines, il n'y a pas tellement longtemps, quand on disait gènes, on sous-entendait gènes qui codent pour des protéines. On est obligé aujourd'hui de définir gènes codants et gènes non codant parce que le produit final n'est pas une protéine mais un ARN, peu importe. Le fait est qu'on découvre une panoplie de gènes qui sont réellement des gènes mais qui ne fonctionnent pas selon cette espèce de dogme central qui est de la conversion d'un gène en protéine. Et donc il y a toute une discipline nouvelle qui a émergé au cours des dernières années et qui touche à ces gènes non codants. Ceci étant dit, il y en a moins que des gènes codants, il y en a beaucoup, mais il y en a moins. Et donc ça ne représente de nouveau qu'une petite fraction de notre génome, donc laissant en fait la question entière, tiens, quel est le reste du génome? Eh bien la réalité aujourd'hui, c'est qu'il est difficilement... donc on peut difficilement renier le fait que la majorité de notre génome, probablement plus de 50%, sont constitués d'une part comme des carcasses de vieilles voitures, des gènes déglingués qu'on appelle parfois des pseudogènes, mais surtout des parasites. Donc notre génome est envahi par des transposons qui sont en fait équivalents à des virus, mais qui se plaisent tellement dans notre génome qu'en fait, ils ne voient même pas l'utilité d'avoir une phase extracellulaire. Donc, ils restent en permanence habiter notre génome. Mais donc, la moitié de notre génome est constituée de ces parasites, et la raison pour laquelle je mets ça sur une seule ligne, c'est que de temps en temps, la distinction entre les pseudogènes et les parasites est floue. Et donc, nous avons établi une espèce de relation symbiotique, de synergie entre les parasites et nous-mêmes. Donc c'est une love-hate relationship, comme disent les Anglais. Donc en fait, il y a à la fois des tensions, nous avons développé des mécanismes immunitaires particuliers qui visent à contrôler ces parasites, et d'autre part, ces parasites sont pour nous une source d'inventivité, de création de fonctions nouvelles. Nous avons domestiqué des parasites que nous avons intégrés dans notre génome et qui sont la source de nouveaux gènes.
Alors il y aura un cours qui sera consacré à l'épigénétique, je n'en dirai pas beaucoup à l'heure actuelle, simplement sachez que quand des cellules filles héritent de leurs cellules mères un génome, celui-ci est accompagné d'annotations, de marques qu'on appelle des marques épigénétiques et qui vont dire à une cellule hépatique qu'elle doit utiliser telle page plutôt qu'une autre pour fonctionner correctement, alors qu'une cellule thyroïdienne, elle, aura des marques épigénétiques qui vont pointer vers les gènes qui, pour elle, sont essentiels. Donc, le génome, quand il est transmis de cellule mère à cellule fille, est accompagné d'instructions que l'on appelle des marques épigénétiques, parce qu'il ne modifie en rien la séquence du texte. C'est vraiment comme si on passait avec des marqueurs fluo pour dire « ça, c'est important pour toi, la page d'à côté ne l'est pas ». Donc, c'est ce qui constitue une forme d'épigénétique. Le terme épigénétique est utilisé à toutes les sauces à l'heure actuelle, donc nous parlerons dans un des cours suivants des autres utilisations du terme épigénétique. Alors, deuxième notion importante, ce que j'appelle le variome. Donc on pourrait s'imaginer, après cette introduction, que notre génome, c'est une encyclopédie Britannica qui est la même pour chacun d'entre nous. En fait, si j'avais la possibilité, comme je vous l'ai dit au début, c'est maintenant possible, moyennant la somme pas tellement modique de 1 000 €, je pourrais lire le texte que j'ai reçu de papa et lire le texte que j'ai reçu de maman. Et en fait, si je le fais attentivement, eh bien, je constate que le texte paternel et le texte maternel diffèrent en moyenne une fois toutes les 1000 caractères, toutes les 1000 paires de bases, comme nous disons. Mais comme il y a au total 3 milliards de caractères, cela veut dire que le texte paternel diffère du texte maternel à peu près 3 millions de positions. Donc le nombre de différences entre deux génomes prélevés au hasard dans la population, puisque c'est comme ça que les gens se rencontrent, est considérable. Il y a de l'ordre de 3 millions de différences. Et ces différences, elles sont de différentes natures, simplement pour que vous ayez entendu parler de ces sigles. Les plus fréquents sont des polymorphismes qui affectent des nucléotides seuls, j'ai envie de dire. Single nucleotide polymorphism. Donc si je lis le texte paternel, je pourrais lire à la position 1001A, alors qu'à cette même position, le texte maternel avait un G. Et donc des différences de ce type-là, elles sont innombrables. Comme je l'ai dit, il y en a des millions différenciant le génome que j'ai reçu de papa paternel de celui que j'ai reçu de maman maternelle. Mais vous avez d'autres types de polymorphismes génétiques, comme ce qu'on appelle des microsatellites ou des CNV. Je n'ai pas vraiment le temps et ce n'est pas utile d'élaborer, mais donc il y a des tas de différences génétiques que l'on rencontre fréquemment dans la population. Donc en fait ici, quand je prends deux génomes, j'en trouve 3 millions. Quand je compare deux génomes, je vois 3 millions de différences. Forcément, si je rajoute un troisième génome et que je le compare aux autres, je vais encore trouver des positions différentes. Et si je rajoute un quatrième, je vais encore trouver des différences. Alors, parmi toutes les différences que l'on rencontre, on aime les classer en fonction de leur fréquence dans la population. Donc il y a des choses comme par exemple les groupes sanguins ABO qui sont très fréquents dans la population. Donc où on rencontre l'allèle A fréquemment, l'allèle B fréquemment et l'allèle O fréquemment. Donc ces polymorphismes fréquents, dans la population caucasienne par exemple, mais il y en a de l'ordre de 10 millions. Mais si vous rajoutez à ça des variants rares, dont certains sont dits privés, parce qu'on ne les rencontrera que dans votre génome. Vous avez une différence qui est unique, qui n'est rencontrée chez aucun autre individu de type Homo sapiens. Mais là, le nombre devient virtuellement infini. J'ai mis 100 millions, j'aurais très bien pu dire 3 milliards. Si on séquence l'entièreté de la population humaine, chaque position sera probablement rencontrée chez au moins un individu différente de la moyenne. Donc, le polymorphisme génétique, c'est quelque chose qui est omniprésent. D'où vient cette diversité génétique que l'on rencontre à l'intérieur de l'espèce ?
Eh bien, en fait, elle est le résultat, on dit parfois c'est un état stationnaire, donc le taux de polymorphisme rencontré dans la population, c'est quelque chose qui est un équilibre entre des forces qui, d'une part, injectent des nouveaux variants génétiques dans la population, et d'autre part, des forces qui font qu'on en perd, que la population perd des variants génétiques. Et le résultat des courses, c'est un état stationnaire dans lequel on rencontre le taux de polymorphisme caractérisant la population. Donc, ce qui génère des nouveaux variants, ce sont des mutations dites de novo. Le sujet de de mon examen de maturité. Chaque fois qu'un enfant naît, il reçoit de papa de l'ordre de 60 variétés génétiques nouvelles qui n'existaient pas dans la population préalable et de maman de l'ordre de 30. Donc en fait, c'est comme si la nature faisait, chaque fois qu'elle génère un enfant, faisait une centaine d'expériences. Elle va tester, elle va soumettre à la sélection une centaine de nouveaux variants génétiques. Et c'est évidemment là le substrat de la sélection darwinienne. C'est ça qui permet aux espèces d'évoluer, d'éventuellement s'adapter mieux à un environnement qui change ou qui ne change pas. Alors s'il n'y avait que des mutations de novo, le taux de variation ne ferait qu'augmenter, donc il faut qu'il y ait des pertes de mutations. Et alors ça se fait, ce sont des concepts qui sont un petit peu plus compliqués, mais d'une part c'est bêtement le hasard. Et pour comprendre ça, il suffit de se dire, moi j'ai hérité un certain nombre de mutations de mes parents. Si j'ai un enfant, comme j'ai 2 encyclopédies Britannica, une de papa et de maman, et que quand je transmets via un spermatozoïde une encyclopédie à mes enfants, à un de mes enfants, mais il est possible que la mutation nouvelle que j'ai reçue de papa, puisqu'elle n'est présente que sur une des 2 copies, ne soit pas transmise. Et donc voilà une mutation qui a pointé le nez une fois chez moi et qui sera perdue à la génération suivante. Donc quand on élabore sur cette notion, on arrive à la notion de dite dérive génique qui simplement dit que par hasard, en fait, on perd un certain nombre de mutations à chaque génération. Et puis viennent se greffer sur le hasard des forces de sélection. Donc là, on est en plein dans la sélection darwinienne, mais où on distingue différents mécanismes sélectifs que l'on qualifie de négatifs, positifs ou balancés. Donc simplement un schéma classique que l'on doit à un monsieur qui s'appelle Moto Kimura, qui essaye de montrer sur une échelle de temps, d'une part, et une échelle de fréquence d'autre part, ce qui se passe avec le génome de la population. Donc on injecte en permanence des mutations dans la population par le processus de mutation de novo. Une partie importante de ces mutations sont perdues par le hasard et de temps en temps, aidées par la sélection ou non, certaines de ces mutations peuvent envahir, j'ai envie de dire, la population. Donc, on a le génome humain, et puis en fait, on a chacun notre génome qui sont tous des génomes qui sont uniques, qui sont très différents, se différenciant les uns les autres par cette panoplie de variants génétiques qui trouvent leur origine dans le processus de mutagenèse. Alors, il y a dans ces variants une certaine proportion, encore à déterminer, qui sont neutres. Ils n'influent pas sur notre phénotype. Et quand on dit phénotype, c'est le terme utilisé par les généticiens simplement pour décrire qui nous sommes au sens large. Et il y a une partie des variants génétiques qui influent directement notre phénotype. Et donc à l'heure actuelle, on ne sait pas exactement quelle est la proportion des variants qui sont neutres par rapport au phénotype et ceux qui déterminent le phénotype. Ceci étant dit, les généticiens distinguent dans les phénotypes héréditaires, grosso modo, 3 catégories. Donc la première catégorie, ce sont les caractères monogéniques, encore dits mendéliens. Donc là, un gène, et plus spécifiquement un variant dans le gène, explique toutes les différences que l'on observe dans la population. Donc typiquement, ce sont des maladies héréditaires graves. Donc je suis un peu vétérinaire, donc j'ai dit tard héréditaire, j'aurais pas dû. Mais chez les vétérinaires, on peut dire ça. Ce sont des maladies héréditaires graves, comme la mucoviscidose. On ne se trompe presque pas en disant que la mucoviscidose est un caractère mendélien monogénique.
vous avez 2 exemplaires défectueux du gène CFTR, vous êtes atteint de la mucoviscidose. Le hasard n'intervient pas, l'environnement n'intervient pas, il interviendra éventuellement pour la sévérité des symptômes, mais dans le cas d'une pathologie comme celle-ci, c'est toujours tellement sévère qu'on peut considérer qu'un seul gène et les variants dans celui-ci vous permettent de comprendre tout ce qu'il y a à comprendre pour ce qui est du déterminisme de la transmission de la maladie. Les transmissions peuvent être légèrement différentes. Il y a des choses qu'on appelle dominantes, récessives, autosomiques ou autosomales, ou liées à l'X. Ce n'est pas bien important dans le cadre de cet exposé. Alors, il y a eu au début du XXe siècle des tensions fortes au sein de la communauté des généticiens, dans lesquelles il y avait d'une part les disciples de Mendel, qui considérait que Mendel avait tout expliqué, que la génétique, à partir de ce moment-là, se réduirait à ce lien entre un gène et un phénotype. Et à côté de ça, vous aviez des Anglais, le neveu de Darwin ici, Galton, qui prétendait qu'en fait, c'était exceptionnel ce mode de transmission-là, que chez l'homme, en fait, quand il étudiait les caractères héréditaires, et il savait que la taille était héréditaire, que le poids était héréditaire, que le quotient intellectuel était héréditaire, mais qu'il était impossible pour lui d'expliquer le mode de transmission de ces caractères dans des familles avec des théories qu'il considérait aussi simples que celles de Mendel. Et force est de constater aujourd'hui que la génétique mendélienne, certainement en génétique humaine, c'est en effet l'exception et pas la règle. Seules les maladies héréditaires graves fonctionnent selon ce mode de transmission génétique simple. Donc il faut complexifier les choses pour comprendre d'autres caractères héréditaires. Alors on construit progressivement, et après le monogénique, en fait, on parle d'oligogénique. C'est presque une parenthèse. C'est quelque chose qui permet, dans les livres de génétique, de dire, tiens, s'il y avait 2 gènes impliqués dans le déterminisme, quel pourrait être le mode de coopération entre ces 2 gènes, des choses qu'on appelle de l'épistasie. Mais donc vous pouvez presque oublier cette partie oligogénique qui a vraiment des objectifs didactiques plus que quoi que ce soit d'autre. Donc la réalité, c'est que la majorité des caractères héréditaires que l'on reconnaît dans ses concitoyens, ce sont des choses qui ne peuvent pas s'expliquer en invoquant un seul gène, mais dont on sait aujourd'hui que pour les comprendre, on peut garder les notions mendéliennes à condition de faire intervenir non pas un seul gène, mais un grand nombre de gènes. Ce sont des caractères qui sont dits polygéniques. Donc ça repose toujours sur des gènes tels que Mendel les a définis. Et pouvoir expliquer les différences entre les individus et la façon dont ça se transmet de génération en génération, donc le degré de ressemblance entre parents et enfants, requiert le fait d'incriminer, d'impliquer non pas un gène, mais un grand nombre de gènes. Et ce que l'on sait aujourd'hui, et depuis relativement peu, c'est qu'il faut systématiquement faire intervenir non pas 10 gènes, non pas 100 gènes, mais des milliers de gènes. Alors, quels sont les caractères, quels sont les phénotypes auxquels nous pensons? Eh bien, vous avez d'une part ce qu'on appelle des phénotypes métriques. Donc ça veut simplement dire que quand on mesure le phénotype, on le mesure sur une échelle continue, comme la taille. Et typiquement, quand on étudie ce genre de caractères, pour des raisons qui sont relativement faciles à comprendre, on tombe sur ce qu'on appelle des distributions normales, peu importe. Donc la taille, le poids, le quotient intellectuel font partie de ces caractères métriques. Ben, comme je suis vétérinaire, tous les caractères agronomiques d'intérêt économique font partie de ces caractères métriques. Et pour ce qui est de la profession médicale, ben, il y a un certain nombre de choses essentielles comme la pression artérielle, les taux de cholestérol ou d'autres métabolites importants, ben, typiquement ont cette distribution continue de type normal. À côté de ça, vous avez ce qu'on appelle des caractères méristiques. En fait, j'aurais probablement dû utiliser le terme binaire. Donc, c'est le fait d'être ou de ne pas être malade, atteint d'une des nombreuses pathologies dites en anglais « common complex diseases », traduit en français, donc des pathologies fréquentes ou courantes qui ont un déterminisme complexe. Et quand on dit complexe, on pense aux nombreux gènes plus des facteurs d'environnement.
Et donc, en fait, il y a des pathologies de ce type-là, malgré le fait qu'elles soient binaires, on est ou on n'est pas malade, eh bien, la transmission n'est pas monogénique. La transmission répond plus à un modèle polygénique. Et pour bien comprendre ce qui se passe, en général, on modélise une variable sous-jacente non observée qu'on appelle en anglais un liability kit. On ne peut traduire. C'est quelque chose qu'on ne peut pas observer, mais qui est en quelque sorte le risque qu'on a de développer la maladie. Et on invoque en général, pour des raisons mathématiques, une valeur seuil pour cette variable non observée. Les personnes qui, pour ce phénotype non observé, ont une valeur au-delà du seuil sont malades. Celles qui sont en deçà du seuil échappent à la maladie. Mais donc, la majorité, même en médecine, la majorité des pathologies courantes sont des pathologies qui ont un déterminisme complexe. Les différences entre individus, pour ce qui est de la prédisposition, de la susceptibilité à la maladie, sont déterminées par un très très grand nombre de gènes combinés à des facteurs d'environnement. Alors ça, c'est quelque chose qui, finalement, je vais essayer de vous montrer tout à l'heure, que je ne trouve pas tellement intéressante ou relevante. Mais donc, il y a ces débats dont on ne sort jamais, qui est de dire, moi, je crois que les gènes sont plus importants et moi, je crois que les environnements sont plus importants. Donc, il se fait que les généticiens ont essayé de dériver des mesures de l'importance relative de la génétique par rapport à l'environnement dans le déterminisme de la variation observée dans la population. Ce sont des notions de variance qui sont un petit peu difficiles à cerner, et la part de la variance attribuable à des gènes par rapport à la variance totale, c'est ce qu'on appelle l'héritabilité du caractère. Alors, ce qui est étonnant, c'est que quand on mesure cela le mieux possible, pour des phénotypes qui sont typiquement les phénotypes qui sont sujets à ce débat, moi j'attache plus d'importance aux gènes qu'à l'environnement, et bien malgré tout, en termes d'héritabilité, moi je suis toujours surpris, je m'amuse à refaire les calculs parce que je ne crois pas les résultats, l'héritabilité semble jouer un rôle très très important. L'héritabilité de la taille, c'est 85%, l'héritabilité du quotient intellectuel, ça dépend de l'âge à laquelle on le mesure, aussi entre 40 et 75%, et pour une maladie comme la maladie de Crohn, que j'ai le privilège d'étudier, l'héritabilité est de minimum 50%. Donc ça paraît énorme, je trouve. Ceci étant dit, donc on va réfléchir ensemble sur qu'est-ce que ça représente en termes pratiques. Alors on peut mesurer l'héritabilité de différentes façons, je ne vais pas m'attarder là-dessus maintenant. Et je vais directement rentrer dans l'illustration du caractère prédictif de la lecture de notre génome, avec en arrière-fond, si je puis dire, les concepts tels que je viens de les définir. Pourrais-je te dire qui tu es si je lisais ton génome? Et ça va aller un peu dans tous les sens. Donc vous verrez que au début, en fait, les exemples que j'utilise sont des exemples qui sont pertinents dans le contexte de la médecine légale. Parce qu'en fait, il se fait qu'en médecine légale, pratiquement, on essaie assez souvent, en fait, de savoir qui est la personne qui a laissé des traces d'ADN quelque part. Dans quelle mesure, en fait, peut-on savoir qui a laissé l'ADN, par exemple, sur les scènes d'un crime? Alors, donc la première chose, c'est que, imaginez que je sois en mesure de lire la séquence d'un ADN qui m'est donné pour n'importe quel objectif. Mais une des premières choses qui sont vraiment les plus faciles à lire, c'est le sexe de l'individu. Alors vous me direz, je connais mon sexe, donc ça vous pouvez le savoir, il n'y a pas de secret, et c'est vraiment trop facile. Mais alors pour vous montrer comme des gens malins, en fait, parviennent à détourner les choses. Yaniv Erlich, ici, qui est une personne tout à fait sympa et absolument brillante, il fait des tas de choses. Et en fait, une des premières choses qu'il a fait quand il est arrivé tout jeune dans le domaine de la génétique, c'est qu'il a dit, très chouette, en fait, je peux dire que vous êtes un homme ou une femme quand je lis votre génome, mais moi, si vous êtes un homme, je vais pouvoir vous dire quel est votre nom de famille. Donc, en fait, la lecture de l'ADN permet aujourd'hui, en accédant uniquement à de l'information qui aujourd'hui est dans le domaine public, dans un pourcentage élevé des cas, de dire « c'est Monsieur De Wever ». Pourquoi ?
Parce que le chromosome Y se transmet avec nos patronymes. Donc nous avons choisi de donner à nos enfants comme nom de famille un patronyme qui a comme propriété de transmission dans des généalogies de se faire en parallèle avec le chromosome Y. Et il se fait que il y a beaucoup de noms de famille, mais pas tant que ça. Et que donc, si vous connaissez un De Wever et que vous avez lu son ADN, l'ADN de son chromosome Y, si vous trouvez dans un ADN inconnu un chromosome Y qui est exactement le même, il y a fort à parier qu'en fait, cette personne s'appellera De Wever également. Donc une des choses qui a quand même surpris le monde de la médecine légale, c'était cette capacité de passer de phénotype biologique à quelque chose qui semble être vraiment typique de nos sociétés humaines, le patronyme. Donc le sexe, pas tellement surprenant, mais le patronyme un peu interpellant. Alors, autre chose. Donc, il y a un polymorphisme important dans les populations humaines. Et il se fait que la façon dont les mutations rentrent dans la population, donc les variants rentrent dans la population par mutation de novo, et puis ils vont éventuellement se disséminer dans la population, font que des individus qui sont géographiquement proches se ressemblent par la force des choses, à cause de l'histoire de la communauté dans laquelle ils sont nés, et certainement à une époque où on volait moins qu'à l'heure actuelle, où en fait les déplacements étaient plus exceptionnels qu'ils ne le sont aujourd'hui, il y a des ressemblances génétiques entre individus qui vivent proches l'un de l'autre. Alors ce qu'on peut faire quand on a la capacité de lire une bonne partie du génome, si pas l'entièreté du génome, c'est mesurer pour chaque paire d'individus la distance génétique, ce qui est très très simple. On dit simplement, on parcourt tous les variants génétiques et on dit, est-ce que ces deux individus sont oui ou non identiques pour ce variant? On fait une moyenne sur les 10 millions de variants et on a une mesure de distance génétique très similaire à la distance en kilomètres entre deux villes. Alors il y a une méthode statistique qui s'appelle multidimensional scaling, qui permet, si vous donnez au programme la distance en kilomètres entre toute une série de paires de villes. Donc vous prenez 10 villes et vous donnez au logiciel la distance en kilomètres entre la ville 1 et 2, 1 et 3, 1 et 4, etc. Vous faites ça pour toutes les paires de villes. Et bien en fait, on peut reconstruire la carte. Mais avec les distances, non pas en kilomètres, mais les distances génétiques entre humains, on peut reconstruire une carte en utilisant exactement la même procédure. Eh bien, figurez-vous que quand on fait ça, on reconstruit la carte de l'Europe. Donc je n'ai pas montré, je ne veux pas m'étendre sur la carte précédente, elle montre des différences entre continents. Ça, c'est une carte qui a été construite exactement telle que je vous le décris, dans laquelle on a des Français, des Espagnols, etc. Et sans rien faire, les individus des différents pays sont allés se placer dans cette surface d'une façon qui reproduit virtuellement exactement la carte géographique de l'Europe. Donc si je lis votre ADN, je peux dire avec une erreur standard, comme on dit, donc une erreur moyenne de 200 km, d'où vous venez. Plus correctement, d'où viennent vos parents et probablement vos grands-parents, puisque forcément cette information est en train de devenir floue, tellement on se déplace beaucoup. Mais donc on peut, non seulement si vous êtes un homme, dire comment vous vous appelez, mais on peut dire, à l'échelle d'un continent comme le continent européen, d'où vous venez avec une erreur de l'ordre de 200 km. Pas mal. Alors celle-là, je la rajoute parce que celle-là, elle m'amuse vraiment. Donc je trouve qu'une des découvertes importantes des 5 dernières années, c'est donc la découverte d'une part que nous avons entretenu avec des Néandertals des relations amoureuses. Donc en fait, on sait depuis longtemps que nos ancêtres sont nés sur le continent africain, et puis qu'à un certain moment, certains téméraires
ont quitté le continent africain pour aller coloniser le reste de la planète, en commençant par l'Europe et puis alors en allant progressivement vers l'Est, y compris jusque en Amérique du Nord et puis en Amérique du Sud. Ça s'est fait à peu près il y a 100 000 ans. Et quand en fait nos ancêtres se sont mis à coloniser le continent eurasien, ils ont cohabité pendant un certain temps avec des Néandertals. Et donc la question était, tiens, comment cette interaction a-t-elle été vécue à la fois par Homo sapiens et Néandertal? Moi, je me dis toujours, ça devait être extraordinaire. On allait chez Deleuze, et dans Deleuze, il y avait des Néandertals qui faisaient les courses avec vous. Ça devait être nettement plus excitant qu'aujourd'hui. Quand on allait dans des boîtes, quand on avait 18 ans, qu'on allait danser, on dansait avec des Néandertals. Il faut qu'on se déguise maintenant pour avoir quelque chose qui se rapproche de l'excitation qu'on aurait pu avoir à l'époque. Et donc la question, forcément, c'est de se dire, mais comment se terminaient ces soirées? Est-ce qu'elles se terminaient aussi bien qu'on ne pourrait l'envisager? Eh bien, la réponse est oui. Nous avons chacun, en moyenne, dans notre ADN, 4% qui sont originaires des Néandertals. Alors au début, quand je lisais les publications scientifiques correspondantes, mon interprétation était que le 4% d'ADN de Néandertal que nous avons dans notre génome était le même pour chacun d'entre nous dans l'auditoire. Donc il y avait par exemple au niveau du chromosome 1 une petite partie qui pour l'ensemble de la population humaine aujourd'hui, au moins eurasienne ou caucasienne, était d'origine néandertale. En fait, je m'étais trompé. Et donc en lisant le bouquin du scientifique qui, à l'heure actuelle, un bouquin de vulgarisation, qui est vraiment la personne qui a poussé ça le plus loin, Svante Pääbo. Donc il y a un passage dans lequel en fait Svante dit qu'il est assez âgé, il est plus âgé que moi, et il se fait qu'il a un gamin de 5 ans. Et puis un jour, en fait, son gamin est infernal, le rend fou, et il se dit, c'est pas possible, mon gamin doit avoir 90% d'ADN néandertal. Et donc, en fait, j'ai compris à ce moment-là que les fragments d'ADN de Néandertal qu'on a dans notre génome sont en fait différents pour chacun d'entre nous et qu'en effet, certains d'entre nous sont plus riches en ADN de Néandertal que d'autres. Mais donc, je trouve une des choses extraordinaires, une des découvertes extraordinaires des 10 dernières années, c'est que simplement à la lecture de notre génome, en fait, on a pu retracer une étape vraiment ultra importante de notre histoire. Donc, outre cette description de l'épisode amoureux que nous avons entretenu avec le Néandertal, en étudiant un petit osselet dans une grotte de l'Altaï en Russie, en fait, on s'est rendu compte que l'ADN qui était présent dans ce petit ossement, qui était une phalange de doigts, n'était ni Homo sapiens, c'est-à-dire ni nous, ni Néandertal. C'était en fait une troisième espèce qu'on a appelée des Denisoviens, parce que l'endroit où cette cave, où la cave était explorée, c'était Denisova, dans l'Altaï. Et donc, en fait, on a découvert qu'il y avait, outre le Néandertal et l'Homo sapiens, il n'y a pas tellement longtemps que ça, à peu près 50 000 ans, qu'il y avait d'autres hominidés. Et donc l'image qui émerge à l'heure actuelle, c'est que il y a probablement eu de multitudes d'hominidés qui coexistaient à certains moments les uns avec les autres, et il y a eu ce qu'on appelle admixture ou échange en fait de gènes entre ce qu'on pourrait appeler des sous-espèces, puisqu'elles sont capables de se reproduire l'une avec l'autre. Et donc il y a également cette notion de disparition d'espèces, qui est quelque chose que l'on considère peut-être comme étant l'exception, alors que je crois qu'on doit le considérer comme étant la règle. Quand on voit l'évolution du vivant, y compris relativement récemment, et y compris pour des espèces qui nous sont très très proches, on a probablement affaire à un arbre généalogique très très riche, mais dont la majorité des membres n'ont pas laissé de descendants directs dans le présent. Autre chose que l'on peut déterminer en étudiant l'ADN, c'est votre âge avec un degré de précision qui est quand même remarquablement précis. Donc, une étude faite par des gens aux Pays-Bas. Donc, et vous voyez en fait ici l'évolution d'une mesure particulière, je ne vais pas la détailler,
en fonction de l'âge de l'individu. Et donc ça, c'est si on connaît l'âge de l'individu, on peut forcément dire que cet individu avait telle mesure là alors qu'il avait tel âge, mais oubliez la connaissance de l'âge, mesurez simplement cette mesure biochimique au niveau de l'ADN et vous pouvez, avec une erreur standard de 9 ans, prédire l'âge de l'individu quand il a laissé l'ADN à l'endroit où vous l'avez collecté. Donc ça, ce sont des exemples qui semblent dire « mais c'est dingue, Gattaca avait raison, on peut tout voir dans l'ADN ». En fait, ça, ce n'est évidemment pas vrai. Et donc, je vais progressivement aller vers des phénotypes que je crois être plus importants, y compris d'un point de vue médical, et vous montrer que malgré des mesures d'héritabilité élevées, la capacité prédictive est en fait réduite. Donc là où ça va encore, c'est quand on regarde la couleur des yeux. Donc la couleur des yeux, on le cite souvent comme un exemple de caractère monogénique, ce qui est totalement erroné. Donc ici, en fait, de nouveau, des scientifiques des Pays-Bas étudient des variants génétiques dans 16 gènes. Donc c'est même plus qu'oligogénique. Il y en a déjà 16. Et sur base de ce qu'ils appellent cet irisplex, ils peuvent en fait prévoir avec un certain degré de précision quelle est la couleur des yeux de l'individu. Mais ce que cette image vous montre, et de nouveau je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est que ça marche peut-être pour 75% des individus, mais que les 16 gènes ne permettent pas d'expliquer la couleur des yeux des 25% restants, où cette prédiction est complètement à côté de la plaque. Donc ça fonctionne raisonnablement bien, mais avec malgré tout une erreur qui est non négligeable. Et au plus vous allez vers des caractères complexes, au plus en fait le caractère prédictif devient difficile. Donc je pense à la couleur de la peau, à la couleur des cheveux, au nombre de taches de rousseur, à la forme du visage. Donc en fait des gens étudient à l'heure actuelle le déterminisme génétique du faciès, au quotient intellectuel, etc. Donc ce sont tous des caractères qui ont une héritabilité qui, quand on la mesure sur l'échelle que je vous ai décrite tout à l'heure, sont remarquablement élevées. Et je vais essayer de vous montrer avec un petit exemple qui porte sur la taille, quelle est la prédictibilité que l'on détient réellement. Donc je me suis amusé à demander à l'ordinateur à simuler. J'ai demandé à un ordinateur de simuler une population humaine et dans cette population humaine, simuler la taille. Et j'ai considéré que la taille était influencée par 5000 gènes. On sait que c'est un caractère polygénique. Et j'ai considéré que l'héritabilité était de 85%. Donc en fait, quand je rajoute les effets des 5000 gènes que je prétends connaître, donc j'ai joué à Dieu, donc je connais les 5000 gènes, et les effets de chaque allèle, comme on dit, sur la taille, et puis je rajoute un peu de bruit dû à l'environnement. Et ce que je fais dans ces différents graphes, c'est essayer de prédire la taille de l'individu simplement en lisant les 5000 gènes. Donc dans le schéma ici au-dessus, j'ai une héritabilité de 85%. Je prétends tout savoir, dont l'héritabilité expliquée est de 85%. Donc je ne connais pas votre taille, j'ai votre ADN, je lis votre ADN, je ne prends en compte que les gènes et je vais essayer de prédire votre taille. Alors, avant de vous dire quel est le résultat, voyons voir si je fais les choses de façon tout à fait économe. Je ne lis rien. Vous me dites, je m'appelle Jacques Boniver, quelle est ma taille? Je dis, je n'en ai aucune idée, mais comme je suis un bon étudiant, je veux dire la moyenne. Je veux dire la moyenne de la population et je devrais avoir minimisé mon erreur. Dans mon petit modèle, qui est relativement proche de la réalité, l'erreur standard était de l'ordre de 11 cm. Donc quand je n'ai aucune information sur la taille de l'individu et qu'on me dit combien est-ce que je mesure, mais je vais essayer d'avoir une idée de la moyenne de la population dont vient l'individu, et comme je n'ai aucune autre information, je dis 165 cm, et l'erreur, si c'est la moyenne, l'erreur que je vais faire en moyenne est de 11 cm. Alors admettons maintenant que je connais tous les gènes. Donc j'ai une information nouvelle, les 5000 gènes, je les lis, je connais les variants, je dis ce variant-là c'est plus 1 cm, moins 2 cm, plus 1,5 cm, plus 3.
quelle est la déviation par rapport à la moyenne? C'est la taille que prédisent les gènes de Jacques Bonhiver. Quand je fais ça, eh bien, mon erreur moyenne est de 3,85 cm. Si je connais toute la génétique, je suis passé d'une prédictibilité avec une erreur de 11 cm avec une prédictibilité avec une erreur de l'ordre de 4 cm pour un caractère qui a une héritabilité de 85%. Avant qu'on ne connaisse les 5000 gènes, il faudra des lustres. On ne les connaîtra probablement jamais. Ce qui est beaucoup plus réaliste, c'est qu'on explique à peu près la moitié de l'héritabilité. Donc, qu'on cerne à peu près 2500 gènes sur 5000. Aujourd'hui, ça reste un énorme challenge, même si en fait, pour un caractère comme l'héritabilité, comme la taille, on se rapproche de cet ordre de grandeur. Alors vous me direz, la moitié de la génétique, c'est pas mal. Je refais le même exercice, je prédis la taille de Jacques Bonhiver, je me trompe en moyenne de 8,20 cm. Donc en fait, une chute légère ou sévère dans la compréhension de la génétique, à vous de juger, a un impact majeur sur ma capacité à prédire le phénotype de l'individu pour un caractère qui est considéré comme étant l'exemple même du caractère héréditaire polygénique. Pour les maladies héréditaires, comme la maladie de Crohn, on est très fier d'expliquer à peu près un quart de l'héritabilité. Donc je me suis amusé à dire, tiens, si j'explique un quart de l'héritabilité, comme c'est le cas aujourd'hui pour des maladies comme la maladie de Crohn, qui est probablement celle qui est la plus avancée, est-ce que je peux prédire quelque chose? Erreur standard, 9,7. Donc, malgré des recherches importantes et la découverte de centaines de gènes qui déterminent la prédisposition à la maladie de Crohn, cette fraction de la génétique comprise est trop faible que pour avoir un pouvoir prédictif qui soit significatif. Je passe de un petit peu plus de 10 à un petit peu moins de 10 en termes de prédictibilité. Donc moi, quand je fais ça, je me dis, Gattaca, il faudrait qu'ils revoient leur scénario. Ça ne correspond apparemment pas à la réalité. Alors, on s'intéresse évidemment beaucoup. Donc ici, je vous ai décrit des phénotypes extérieurs. La couleur des yeux, le sexe, le nom, etc. et la taille, ce ne sont pas des phénotypes qui, a priori, ont un intérêt médical important. Donc, on va retracer la prédictibilité ou non de la génétique en mettant l'accent sur des pathologies héréditaires. Et donc, on va commencer par les pathologies monogéniques. Donc, comme je vous ai dit, d'une façon générale, ce sont des exceptions. Mais il y en a, et comme il y a un grand nombre de gènes, quand je cumule un grand nombre d'exceptions, j'arrive malgré tout à quelque chose qui affecte de l'ordre de une naissance sur 100. Donc on verra tout à l'heure quelle est notre capacité de prédire si oui ou non vos enfants sont à risque d'être atteints d'une de ces maladies. Mais une des choses en fait qui illustre, je crois, le propos relativement bien, et de nouveau la difficulté, c'est cette notion d'équivalent délétère. Donc en fait, des gens, depuis longtemps, font des études épidémiologiques dans lesquelles ils étudient l'impact de la consanguinité. Donc si vous épousez votre cousine, parce qu'elle est très très belle, quel est le risque accru pour vos enfants d'avoir des problèmes périnataux? Alors quand on comptabilise ça sur un grand nombre de mariages consanguins, on arrive à la conclusion que nous sommes tous en moyenne porteurs de 1 à 2 équivalents délétères graves. Pour reprendre les notions de l'introduction, nous avons tous, dans nos encyclopédies Britannica, de l'ordre de 1 à 2 pages ou recettes qui sont illisibles, elles sont défectueuses, et qui, si en fait les 2 copies l'étaient, ce qui risque d'arriver quand j'épouse ma cousine, aurait des conséquences graves pour l'enfant. Donc nous sommes tous porteurs de 1 à 2 problèmes génétiques graves. On aimerait bien savoir éventuellement lesquels ils sont. Ceci étant dit, en général, ils sont rares.
on n'épouse que rarement nos cousines dans la majorité des sociétés. Et donc la probabilité qu'un enfant ait par hasard un problème avec la même recette dans les 2 livres est quasiment nulle. On séquence l'ADN, on est tout content, on se dit on va pouvoir directement identifier le problème génétique ou les problèmes génétiques qui sont les nôtres. Et en fait, étonnamment, quand on fait ça, on trouve non pas 1 à 2 pages défectueuses, mais on trouve une centaine de pages défectueuses dans chacun de nous. Des pages que l'on va qualifier de défectueuses avec l'information moléculaire qui est la meilleure disponible à l'heure actuelle. Il est clair et net qu'en fait, il y a une discrépance, si je puis dire, une contradiction importante entre ces données épidémiologiques et les données moléculaires actuelles que l'on interprète aujourd'hui en disant mais en fait, nous avons un système qui est très redondant avec un grand nombre de backups. Et donc, le fait d'avoir une page défectueuse, même si les 2 pages sont défectueuses, ne mène pas forcément à des problèmes que les médecins vont reconnaître comme étant des anomalies graves. Ça ne veut pas dire qu'au niveau évolutif, si en fait on regarde l'impact sur 1000 générations, il n'y aura pas un effet sélectif, mais les individus qui ont leurs 2 exemplaires de cette recette défectueux, apparemment, dans notre société industrielle certainement, semblent vivre tout à fait bien. Mais ce que ça montre, c'est que les gens qui tentent de prédire des maladies monogéniques en lisant directement l'ADN font face à quelque chose qui, à l'heure actuelle, est un bruit de fond énorme qui rend la lecture du génome très très difficile. Donc, d'une façon simplifiée, si vous avez une mutation délétère connue dans un gène connu, ben ça, vous allez pouvoir prédire avec un grand degré de certitude que l'enfant pourrait avoir un problème. Donc il y a des mutations pour la mucoviscidose fréquentes qui ont été retrouvées chez des tas de patients. On peut prédire avec une certitude absolue quel sera le sort de l'individu qui porte cette mutation dans le gène CFTR sur ces 2 copies. Si vous avez une mutation qui n'a jamais été rencontrée préalablement, même dans le gène CFTR, ça devient déjà nettement plus difficile pour prédire quelles seront les conséquences éventuelles de cette mutation, donc c'est nettement moins clair. Et si vous avez une mutation qui n'a jamais été rencontrée dans un gène qui n'a jamais été associé à une pathologie, pour les raisons que j'ai mentionnées dans la dia précédente, c'est qu'on est tous porteurs de 100 trucs qui ont l'air délétère, eh bien en fait l'interprétation est impossible. Donc même pour les pathologies monogéniques, à moins de se retrouver dans cette situation-ci, la prédiction des conséquences phénotypiques est très très difficile. Ça n'empêche que dans un certain nombre de populations, on utilise l'information utilisable, c'est-à-dire la première ligne, mutation connue dans des gènes connus. Il est amusant de voir que c'est la population juive askénaze qui, à l'heure actuelle, est celle qui essaye de mettre cette information à profit de la façon la plus, entre guillemets, agressive. Donc, c'est une petite caricature, mais pas complète. Donc, il se fait que dans la population askénaze, il y a, pour des raisons qu'on ne comprend pas, un fardeau génétique assez important. Donc, en fait, ils ont dans plusieurs gènes des mutations connues, délétères, dans des gènes connus. Donc en fait, il y a ici toute une série de maladies qui sont rencontrées aux fréquences mentionnées ici dans la population askénaze. Et il se fait que cette population askénaze est une population dans laquelle une fraction de la population fait encore confiance à ses parents pour le choix du futur partenaire. Il y a des tas d'éléments qui sont pris en compte quand on choisit l'épouse idéale pour son fils ou inversement. Et ce qui a été rajouté dans l'équation récemment, c'est l'état porteur ou non pour des maladies qui sont fréquentes dans cette population. Pour simplement éviter de choisir comme épouse idéale pour votre fils une charmante demoiselle qui est porteuse des mêmes défectuosité génétique que votre fils, que comme je vous dis tout le monde porte, et simplement soit pouvoir éviter ce mariage, soit au moins avoir un mariage informé. Et donc étonnamment, cette population-là, et ça se fait de plus en plus dans d'autres populations, utilise
le type de l'iceberg interprétable de façon qui est à l'heure actuelle routinière. Alors, donc comme je vous ai dit, les pathologies monogéniques, les maladies génétiques héréditaires graves monogéniques, ce sont chacune quelque part des exceptions. Même si, comme je le disais tout à l'heure, il y a 20 000 gènes, il y en a à peu près, disons, 4-5 000 qui peuvent générer ce genre de pathologie. Et si on fait l'addition sur ces gènes, en fait, c'est quand même un problème de santé publique, j'ai envie de dire, qui n'est pas négligeable. Mais la majorité des pathologies ne sont pas de ce type-là. La majorité des pathologies sont des pathologies fréquentes et qui ont un déterminisme complexe. Donc en fait, des gènes interviennent dans la différenciation en termes de prédisposition en combinaison avec des facteurs d'environnement, mais avec des héritabilités qui sont souvent relativement importantes. Et comme on se met à pouvoir doucement identifier les déterminants génétiques qui sous-tendent ces prédispositions, on se pose la question, est-ce que je vais pouvoir fournir à l'individu, ou on le verra tout à l'heure, ou au groupe, une information utile quant à la gestion, j'ai envie de dire, de cette maladie. Et donc j'ai repris exactement les mêmes simulations que tout à l'heure, mais j'ai transformé ça en un caractère binaire. Donc j'ai pris la taille qui a une distribution normale que j'avais générée tout à l'heure. J'ai dit, c'est notre variable sous-jacente non observée, le liability en anglais, et je définis une valeur seuil. Les individus qui sont au-delà du seuil sont malades, les individus qui sont en deçà du seuil ne le sont pas, et la position du seuil détermine la fréquence de la maladie. Je mets mon seuil tout à fait à l'extrémité pour des maladies très rares, de telle sorte que, par exemple, un peu comme la maladie de Crohn, si c'est une maladie qu'on le rencontre chez un individu sur 500, la petite partie rouge dans la courbe représente 1/500e de la surface sur la courbe. Si au contraire, je regarde une pathologie comme le diabète de type 2, qui pourrait affecter un individu sur 25, je déplace le seuil de telle sorte que la surface rouge représente maintenant 4% de la surface totale. Et puis j'imagine des scénarios où je connais tous les gènes, je me dis que c'est polygénique, comme la taille, c'est probablement comme ça. Soit je les connais tous, les 5000, soit je connais la moitié des gènes, soit je connais 1/5e des gènes. Aujourd'hui, on est de l'ordre de 1/5e des gènes. On va regarder d'un point de vue médical ce que cela représente. Donc en fait, j'ai des courbes de 3 couleurs ici. J'ai d'une part des courbes vertes, j'ai des courbes roses-rouges et j'ai des courbes bleues. Donc les premières courbes ici tentent de quantifier le risque qu'un individu a de développer la maladie sur base de la lecture de son génome. Donc en fait, si je vous dis que la maladie de Crohn, j'ai pris 1 sur 250, a une fréquence de 1 sur 250, exactement comme tout à l'heure, quand on me demande quelle est la taille de Jacques Bonhiver, on pourrait me dire quelle est la probabilité que Jacques Bonhiver fasse la maladie de Crohn. Si j'ai aucune autre information, je vais donner l'incidence dans la population, 1 sur 250. Alors, je lis les gènes, et puis je dis, oula, vous avez un risque plus élevé que 1 sur 250 ou vous avez un risque moins élevé. Alors, donc ce qu'on voit ici, c'est que donc la courbe claire ici, elle considère que je connais tous les gènes. Et qu'est-ce que je vois? C'est qu'en fait, certains individus ont une probabilité qui est augmentée d'un facteur qui n'est même pas d'un facteur 10. Mais donc je peux quand même identifier des individus qui ont une probabilité 10 fois plus élevée que le reste de la population de développer cette maladie. Et puis j'en ai qui ont une probabilité à peu près 100 fois moins élevée que la moyenne de la population. En fait, je me trompe ici. Donc la courbe où j'ai tous les gènes, c'est la courbe foncée, donc en fait qui est un peu meilleure. Donc je ne vais jamais beaucoup plus haut que 10 fois plus, mais je peux, pour ceux qui ont le moins de gènes à risque, arriver à des risques qui sont quasiment nuls. Mais quand je suis dans des scénarios qui sont des scénarios plus réalistes, cette courbe-ci, j'explique de l'ordre de 1/5e de la population, mais je reste toujours avec des extrémités où j'ai 10 fois plus et de l'ordre de 100 fois moins. Alors on pourrait dire, ça c'est potentiellement utile.
Mais imaginons maintenant qu'on essaye de mettre en place un schéma de gestion de cette maladie. Donc on est dans une situation où les frais de santé publique explosent, on ne parvient plus à soigner tout le monde de façon optimale, les coûts des examens deviennent insupportables et on pourrait, comme groupe, après avoir fait un calcul savant, aidé par des gens qui s'occupent d'éthique, se dire « je vais lire le génome de chacun et ce diagnostic précoce, qui coûte relativement cher, je vais le réserver aux 10% de la population dont les gènes me disent qu'ils sont le plus à risque. Donc je vais essayer de gérer les deniers limités que j'ai pour utiliser de façon tout à fait positive, le mieux possible, cette information pour mieux gérer notre budget de santé qui explose. » Alors, pour une pathologie qui a une héritabilité de 85%, qui a une fréquence de 1 sur 250 dans la population, si je prends les 10% de la population qui sont les plus à risque et que je leur offre, peut-être que je leur impose, le diagnostic précoce de la maladie, quelle est la fraction des personnes qui vont développer la maladie qui sont inclus dans mon test? Donc j'en attrape combien qui vont bénéficier du test et j'en rate combien? Eh bien, dans un scénario qui est un scénario réaliste aujourd'hui, vous capturez de l'ordre de 60% des individus qui vont développer la maladie. Mais donc ça veut dire que 40%, pas loin de la moitié des individus qui vont développer la maladie, ne vont pas bénéficier de votre diagnostic précoce parce qu'ils vont développer la maladie malgré le fait qu'ils ne font pas partie des 10% qui sont les plus à risque. Plus effrayant, c'est une maladie rare comme celle-là, je vais imposer éventuellement le test à 100 personnes. Quelle est la proportion de ces personnes qui ne vont pas bénéficier du test parce que si je n'avais rien fait, ils n'auraient quand même pas développé la maladie? Et bien, ce que les courbes bleues vous montrent, c'est quelle est la proportion de la population qui a été faite pour de bonnes raisons. 5%. Donc sur 100 personnes que je teste, 95% des personnes, en fait, n'avaient pas besoin du diagnostic précoce parce qu'en fait, ils n'allaient de toute façon pas développer la maladie. Alors, donc ça, c'est le même genre de courbe pour des maladies qui sont plus fréquentes, mais les conclusions sont les mêmes. Et elles ressemblent celles auxquelles on a abouti quand on a étudié la taille. Donc, même si un phénotype, qu'il s'agisse de la taille ou d'une maladie courante complexe, ont une héritabilité élevée, si vous ne connaissez pas, si vous ne comprenez pas 100% de la génétique ou presque, l'information chute à une vitesse VV', à tel point que l'erreur dans l'estimation de la taille passe de 10,5 à 9,7 et l'utilisation dans un contexte médical, à titre d'exemple, paraît très très vite peu sensitive et peu spécifique. Donc en conclusion, et je suis désolé, c'est en anglais, mais ça, on va terminer en anglais. Donc moi, mes conclusions sont les suivantes. C'est que Gattaca, en fait, ne correspond absolument pas à la réalité. Qu'il est possible maintenant de séquencer le génome de chacun d'entre nous, et ça va probablement se passer, mais que l'information que recèle cet ADN, sauf quelques exceptions, est entaché de beaucoup d'erreurs, et ceci pour encore une période importante, puisqu'il faut en fait atteindre une compréhension de l'architecture génétique très détaillée avant de pouvoir en sortir une information fiable. Donc, si dans un certain nombre limité de cas, notre génome recèle une information qui est remarquablement précise, ce ne sont qu'un nombre limité de cas. La majorité des caractères héréditaires, c'est pour ça que j'ai insisté au début sur le fait que quand on étudie le déterminisme génétique, la génétique mendélienne, c'est l'exception et non pas la règle pour la population humaine. Donc dans la majorité des cas, y compris les pathologies complexes, il y a une information, mais cette information est très bruitée. Elle est tellement bruitée que je suis à peu près convaincu que pour l'individu, elle est dénuée de valeur. Donc, imaginez que j'envoie pour 99 €
ma salive à 23andMe, qui est la société qui fait ça, elle va m'envoyer elle ne peut plus le faire maintenant, mais elle va m'envoyer une liste d'estimation de risque de faire telle et telle et telle pathologie. Mon risque de faire le diabète sera augmenté de 2%. Mon risque de faire ça sera diminué de 1%. Mon risque de faire ça sera décuplé de... Et donc vous allez vous retrouver avec une longue liste de choses qui ne seront pas tranchées, ou comme vous le saviez déjà, vous allez être plus ou moins à risque pour certaines choses et un peu moins à risque pour d'autres. Mais donc je crois qu'individuellement, cette information sera quasiment inutilisable. De toute façon, nous avons des informations qui sont tout aussi pertinentes. Nous savons que nous ne pouvons pas boire du vin, nous en avons de toute façon bu avant de venir ici, et qu'il faudrait faire plus de sport que ce que nous en faisons. Ça aura un impact nettement plus clair sur notre état de santé, et malgré le fait qu'on dispose de cette information-là, eh bien en fait, rares sont les personnes d'entre nous qui l'utilisent ou qui agissent réellement en conséquence. Et donc moi, j'ai absolument pas peur de l'information génétique à titre individuel, parce que je crois que je suis à peu près sûr que le message qui me sera transmis sera ininterprétable. Je ne pourrai pas agir, sauf quelques exceptions, mais la majorité d'entre nous ne pourront pas agir. Ceci étant dit, la discussion quant à l'utilisation rationnelle de cette information, même bruitée à l'échelle du groupe, je crois qu'elle reste pertinente. Et qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est mon côté vétérinaire. C'est que j'ai vu en 5 ans cette information utilisée chez les animaux domestiques pour la sélection. Donc en 5 ans, la sélection qui était une sélection phénotypique est devenue une sélection génomique. Les vaches sont aujourd'hui sélectionnées sur base de la lecture de leur ADN. Vous me direz, mais c'est pas plus précis il n'y a pas de raison que ce soit plus précis que chez l'homme. Ça n'intéresse pas le fermier qui a 1000 vaches. S'il a 1000 vaches et qui peut augmenter la moyenne de son troupeau même de 1 litre, sachant qu'à l'échelle individuelle, ça va quand même fluctuer, s'il peut augmenter la moyenne de son troupeau de 1 litre, ça a un impact économique majeur. Et donc ça, en fait, on a vu une réelle révolution en agriculture animale et des plantes, où la sélection aujourd'hui est basée dans une large mesure sur base d'une lecture de l'ADN direct. Et donc il me semble que ce même genre de raisonnement pourrait s'appliquer, ou ce même genre de conclusion pourrait s'appliquer à l'échelle du groupe. Donc même si je vous montrais tout à l'heure que la spécificité et la sensibilité ne sont pas a priori bonnes, si vous faites un calcul économique, vous arrivez néanmoins potentiellement à des choses qui vont avoir un impact majeur sur votre budget. Et donc je crois qu'il est très probable, en particulier dans les pays anglo-saxons, où l'intérêt du groupe domine l'intérêt de l'individu, qu'à un certain moment, on essaye d'utiliser cette information de façon optimale. Et donc il est clair, je crois, que l'on va vers une situation où il y aura besoin d'un dialogue démocratique riche pour savoir dans quelle mesure on fait passer les intérêts de l'individu avant ou après, ou de concert avec les intérêts du groupe pour essayer de mieux utiliser les ressources limitées que sont les nôtres. Voilà, je vous remercie pour votre attention.